À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Il y a un moment, vous avez suivi la une des journaux via notre canal. C'est le moment pour nous de revenir sur l'essentiel de ce qui fait l'actualité ce lundi. Vous le savez, les anciens présidents de la République, Thomas Boni-Yayi et Nicéphore Soglo, sont attendus à Niamey ce lundi pour tenter ce qu'on appelle une médiation dans le différend qui oppose le Bénin et le Niger depuis quelques semaines déjà. Au Bénin, le code électoral fait objet de discussion au sein du clergé catholique. La conférence épiscopale du Bénin a, depuis le 20 juin dernier, rendu public un document de plusieurs pages, 25 au total, dans lequel il recommande entre autres la relecture consensuelle du code électoral. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mes invités vont opiner sur la question. Et pour l'exercice de ce lundi, je suis avec Stéphane Arenou-Rossou. Stéphane, bonjour. Bonjour, moi. Comment ça va? Ça va, on rend grâce à Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes rédacteur en chef du journal L'Autre Vision. Merci pour votre disponibilité. En face de vous, Gildas Arangassi. Gildas, bonjour. Bonjour Stan. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes acteur politique et bien sûr membre de Dynamisme Patriotique. On va échanger sur ces différentes questions. Stéphane, déjà, commençons par le premier sujet. Boni-Yayi et Nicéphore Soglo qui se sont rendus à Niamey pour tenter de résoudre le différend entre le Bénin et le Niger. Est-ce une bonne option? Oui, déjà, je salue les amis internautes qui ont pris le rendez-vous. Je trouve que c'est une bonne option et c'est déjà sur ce terrain qu'on souhaiterait, on aimerait souvent voir ces anciens chefs de l'État. Et je pense que quand deux hommes se battent, il y a souvent un troisième, ce qu'on appelle un troisième larron. Et je pense que la situation n'ayant pas connu un heureux aboutissement depuis un certain temps, c'est quand même heureux de voir que ces chefs d'État aient pris la décision ou sur eux la responsabilité de se rendre à Niamey pour échanger avec le chef de la junte militaire au pouvoir. Et je trouve que l'ouverture accordée à leur démarche de l'autre côté du Niger ou de Niamey est déjà la preuve que on peut espérer que d'ici à là, cette situation connaisse un heureux aboutissement. Et puis, l'autre chose, c'est que faudrait pas, puisque qu'on le veuille ou pas, un des chefs d'État, des anciens chefs d'État est je veux dire, président d'un parti de l'opposition, du parti Les Démocrates. Et donc, le hic que je vois dans cette démarche, ou le risque que je vois dans cette démarche, c'est que ça prenne une certaine tournure. Il ne faudrait pas que ce soit comme si le chef de l'État actuel a échoué dans sa démarche et que le chef de file de l'opposition a pris le devant pour régler, pour prendre ça à son propre compte. Donc, si c'est dans la démarche de dénouer effectivement la crise, de faire une médiation impartiale pour qu'on connaisse un dénouement, ce serait bien. Mais si c'est prendre ça politiquement, je pense que ça pourrait prendre une tournure qui ne va pas forcément arranger les choses. Et puis, voyez-vous, ça prend, je peux dire que ça peut déjà prendre cette allure lorsqu'on sait que le communiqué qui a été rendu public dit qu'ils ont joint Niamey et que la décision là-bas est favorable. Pourquoi ne pas en amont prendre langue avec le gouvernement de cette démarche avant d'y aller? Maintenant, s'ils y vont sans contacter le gouvernement, est-ce qu'au retour, le gouvernement va les accueillir à bras ouverts? Ça, c'est une grosse interrogation. Ça, c'est une grosse interrogation. Voilà. Bien sûr, Gildas Arangassi, on sait que les anciens présidents béninois sont soucieux de la paix entre les deux pays. Comment analysez-vous déjà cette démarche? Est-ce que c'est dans la bonne option, selon vous? Pour moi, c'est une bonne initiative. Et ça, il va dans le sens de la médiation. Maintenant, déjà, tout Béninois dans sa tête doit se dire, en fait, ils y vont pour le Bénin. Ils y vont pour la patrie. Donc c'est un devoir de patriotes qu'ils sont en train de faire. Et vu leur rang, ils sont des modèles pour la jeunesse. Je ne pense pas un instant qu'ils peuvent aborder une autre tunique si ce n'est pas la tunique Bénin. Donc si déjà ils partent pour le Bénin,
tout y est, ils vont jouer pleinement leur rôle parce qu'ils ont été présidents de la République des dizaines d'années. Ils ont une expérience de la gestion d'une nation. Ils savent les relations entre ces deux pays posent ce gouvernement parce qu'ils ont aussi gouverné le Bénin. Donc, ils ont eu à faire des partenariats avec le Niger et ils savent dans quel sens communiquer. Maintenant, l'autre chose est que moi, je ne puisse pas penser un instant que cette médiation, le leader du parti Les Démocrates ira là-bas en tant que démocrate. Je ne pense pas. Parce que s'il y va dans ce sens, ça va jouer un peu en sa personnalité en fait. Maintenant, si deux personnes se battent, il y a sûrement un troisième larron qui vient calmer le jeu. Moi, j'accepte qu'ils partent dans cette tendance. Parce que quand deux personnes se battent, comme on le dit souvent, il faut écouter les deux parties. Peut-être ils ont choisi l'option d'aller écouter la partie nigérienne avant de revenir maintenant écouter la partie béninoise. Pour moi, c'est ce qu'ils doivent faire normalement. Maintenant, s'ils n'ont pas avisé le gouvernement, je ne vois pas encore un grand problème là. Peut-être ils se disent, allons écouter l'autre et revenons aussi, écoutons le nôtre pour essayer de jouer pleinement la médiation. Qu'est-ce qui se fait dans un cas pareil? On sait que vous avez dirigé un État, vous avez un successeur qui est là, il y a quand même un problème qui se pose. Et vous voulez aller quand même au niveau de la partie nigérienne pour poser des démarches. Ce qui n'est pas loisible peut-être d'informer celui qui est là. Si ça a été fait officiellement, on n'en a pas l'information jusqu'à l'heure où nous émettons. Donc, qu'est-ce qui devrait être fait dans la démarche? Parce que si ça réussit là-bas, c'est que ça réussit pour nous tous. Tout à fait. Je trouve que, comme je l'évoquais en début d'intervention, l'intention, elle est bonne, la démarche, elle est bonne. Maintenant, on peut échanger sur la méthode parce que je pense que normalement, en fait, c'est mon avis, les deux anciens chefs d'État devraient ou se devaient d'aller voir leurs jeunes frères pour dire, bon, voilà que nous sommes dans une sorte d'impasse, on souhaiterait s'y mêler pour voir si ça va donner quelque chose. Et recueillir peut-être les desiderata du chef de l'État, ce que le chef de l'État souhaite, ce qui lui tient à cœur. Et ils peuvent être le porteur du message du chef de l'État. Maintenant, s'ils y vont sans recueillir son avis, bon, qu'est-ce qu'ils iront dire dans le cadre de cette médiation? Peut-être que le gouvernement ou le chef de l'État a un argumentaire ou un plaidoyer qu'il souhaiterait présenter de l'autre côté. Donc, ne pas le prendre, je trouve ça, du point de vue de la méthode, un peu biaisé. Maintenant, comme il le dit, peut-être que ils vont de l'autre côté pour voir ce qui ne va pas, revenir ici faire la médiation. Mais je pense que le sens inverse aurait été plus raisonnable. Maintenant, vu l'étoffe des deux hommes, on ne va pas... Est-ce que la casquette d'ancien président de la République va peser dans les débats? Je trouve que ça va peser, et ça a déjà pesé, étant entendu qu'on sait que l'actuel chef de l'État a déjà envoyé des émissaires qui n'ont pas été reçus, donc ces anciens chefs d'État aient déjà l'avis favorable de Niamey. Je pense que c'est déjà un bon début, c'est déjà la preuve qu'ils auront l'oreille du chef de la junte militaire au pouvoir. Mais maintenant, tout va rester dans les débats qui se feront à huis clos de l'autre côté, et on verra bien à l'issue de cette rencontre la déclaration, les différentes déclarations qui se feront, et ça va nous permettre de faire d'autres analyses éventuellement. Éventuellement, d'accord. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans cette démarche qui s'annonce du côté de Niamey, Jidas? Oui, à mon humble avis, il y a de l'espoir parce que nous ne sommes pas sans savoir que le président Yahi Boni a plusieurs fois été membre de certaines commissions dans l'Afrique et il a dirigé des médiations. Donc déjà, il a déjà cette expérience, cette qualité de médiateur. Donc quitte à savoir dans quel état d'âme il est allé là-bas, mais je me nourris d'espoir, surtout pour le président Soglo aussi. Ce sont des anciens présidents qui dégagent souvent l'amour pour la patrie. Donc si ils ont pu se déplacer jusqu'à aller là-bas, ça promet. Moi, je vois qu'il y a de l'espoir dans la gestion de cette crise.
D'accord, on attendra de voir un peu ce que cela va donner dans leur communiqué. Ils disent qu'ils entendent quand même poursuivre la lignée de leurs prédécesseurs, les aînés, voilà, Piti, Maga et bien d'autres, pour la préservation des relations séculaires entre le Bénin et le Niger. Nous allons observer tout cela de près et revenir autant que besoin se fera sentir sur cette actualité. La deuxième thématique de ces échanges en plateau, c'est bien sûr le code électoral où la communauté épiscopale, la conférence épiscopale du Bénin est intervenue le 20 juin dernier et a publié un document, une série de recommandations, voilà, des recommandations au nombre desquelles la conférence épiscopale voudrait bien une relecture consensuelle du code électoral dans la perspective des échéances de 2026. Jida Sarangassi, quelle est votre analyse de cette actualité-là? Bon, cette actualité, vous n'êtes pas à savoir, depuis la relecture du code électoral, il y a toujours l'Église catholique qui revient à la charge souvent en disant qu'il faut revoir ce code électoral. Moi, à mon humble avis, je pense si ils ont dans leur intention que ce code électoral soit revu pour le bonheur de tout le peuple béninois, ils doivent aller dans le sens d'une doléance. Parce que vous n'êtes pas à savoir qu'actuellement, il y a des grincements de dents un peu partout dans le pays. Maintenant, si l'Église catholique se lève et exige une relecture du code électoral, et ça veut dire qu'il y a un hic là. Et maintenant, pour moi, leur rôle, c'est d'abord être porteur de la voix catholique. Quand je dis catholique, ce n'est pas dans le sens de la religion, mais dans un discours d'apaisement. Et aller vers le Vous pensez qu'ils ne sont pas dans un discours d'apaisement? Bon, à voir l'insistance qu'ils ont envers la relecture de ce code, on peut s'imaginer que c'est une imposition. Ils sont en train d'imposer coûte que coûte, vaille que vaille, au gouvernement de revoir le code électoral. Mais on peut resituer les choses dans leur contexte. On sait qu'il y a eu un colloque organisé par l'Église catholique le 25 avril dernier. Au cours du dit colloque, ils ont fait leurs points, des recommandations. Et le 20 juin dernier, au niveau du champ d'oiseaux à Cotonou, ils ont rendu public un document de 25 pages dans lequel il y a 8 recommandations. Donc c'est au nombre de ces recommandations qu'ils ont parlé de la relecture consensuelle du code électoral dans un esprit de vérité et dans l'intérêt justement supérieur de la nation. En quoi est-ce qu'il y a une sorte d'imposition là, M. Arangassi? Non, moi je le dis parce que à voir l'insistance de leur requête à chaque fois, moi je pense que l'idéal serait en fait de se rapprocher de l'institution qui est habilitée à gérer la relecture de ce code électoral. Soit carrément ils demandent audience pour aller voir le chef de l'État, en discuter tête à tête avec lui, lui faire savoir leur intention, leur observation et critique par rapport à cette relecture de code électoral. Maintenant, s'ils n'ont pas procédé ainsi et ils sont en train d'organiser des colloques, d'organiser des trucs. Pour moi, je suis en train de voir ça comme une imposition. C'est mon avis personnel. D'accord, ça reste votre avis. Stéphane, on sait quand même que l'Église catholique doit avoir voix au chapitre. Ils sont quand même des constituants de la République, qu'on le veuille ou pas. L'Église catholique, les musulmans et les couvents et tout ce qu'on veut. Ils font partie de la République, ils ont une certaine posture. Ils ont voulu faire entendre leur voix à ce propos. Au nombre de ces recommandations, on parle de relecture consensuelle du code électoral dans un esprit de vérité et dans l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que pour vous, tout comme Jida Sarangassi le disait, c'est une imposition ou bien c'est une doléance qu'ils ont formulée? Je ne parlerai pas d'imposition. Quand on voit leur démarche, je trouve qu'ils sont peut-être dans une logique de doléance, peut-être un peu insistante, mais qui voudrait amener le gouvernement à revoir sa position. Je trouve que c'est quand même cette position de l'Église catholique, c'est quand même une position qui est partagée par certaines couches de notre société. Il y a les opposants qui pensent qu'il faut revoir le code électoral. Il y a la société civile également qui pense qu'il faut revoir le code électoral. Maintenant, quand on veut faire ce procès, pourquoi l'Église catholique n'est pas repliée sur elle-même et s'intéresse aux choses politiques,
Moi, je trouve que c'est un peu abusé. C'est un peu abusé dans la mesure où il y a deux éléments. Il y a un aspect historique et puis il y a un aspect politique. C'est-à-dire que historiquement, on ne doit pas perdre de vue l'idée que il y a toujours eu une certaine proximité entre l'Église catholique et la gestion du pouvoir politique. C'est peut-être après que les choses se sont dissociées lorsqu'on a érigé le principe de la laïcité de l'État. Mais même au nom du principe de la laïcité de l'État, tu l'as dit, toutes les confessions religieuses, on leur voit au chapitre, mais cela ne devrait pas amener, on ne devrait pas au nom du principe de la laïcité de l'État pousser l'Église catholique à être recluse, à être repliée sur elle-même. Elle a quand même... Et puis, n'oublions pas que de tous les temps, l'Église catholique a été sollicitée sur un certain nombre de sujets. Et donc, c'est donc normal que quand le clergé ou la conférence épiscopale sent que la paix est menacée ou l'inclusion sociale n'est pas garantie, qu'elle se prononce. Et donc, je crois qu'au lieu d'être dans la posture de procès, on peut essayer de les comprendre. Toujours est-il que on peut avoir des intentions quand on sait la proximité qu'il y a entre l'opposition et l'Église catholique. Mais cette proximité n'est pas essentielle dans la mesure où c'est du point de vue des idées. Si l'opposition sent que l'idée que l'Église catholique défend est proche de ses idées, ça peut les rapprocher, sans pour autant que l'Église catholique n'ait pas pris fondamentalement une position pour l'opposition. Donc je trouve qu'il revient forcément au chef de l'État ou au gouvernant de prêter quand même une oreille attentive. Et puis quand on prend les points sur lesquels l'Église catholique insiste, je trouve que c'est quand même essentiel. Quand l'Église catholique parle des questions de 20% par circonscription électorale, je trouve que c'est quand même pertinent. Est-ce que même les politiciens sont sûrs d'eux-mêmes qu'ils peuvent trouver les 20% par circonscription électorale? Même sur les questions d'accord de gouvernance, est-ce que le BR et l'UPR sont sûrs d'avoir 20% par circonscription? Est-ce que, in fine, on ne se retrouverait pas dans une question, dans une sorte d'impasse politique après, où on dirait qu'il faut reprendre les élections et tout? Donc, puisque le code est mieux sur le sujet, et quand on prend également les questions de parrainage, donc je trouve que c'est quand même essentiel. C'est un appel. C'est un appel. On peut ne pas relire le code électoral, mais l'Église aurait quand même eu le mérite d'avoir interpellé les gens sur ça et pourrait avoir raison si, entre-temps, ce qu'elle craint finit par arriver. D'accord. Il n'y a que les imams ne sont pas d'accord avec la démarche de l'Église catholique. Ils souhaitent une certaine neutralité politique. Qu'en pensez-vous? Oui, de là, la communauté musulmane a peut-être raison. Parce que si la religion commence à s'impliquer de la gestion politique, vous savez bien que ça va un peu dégainer. Mais Stéphane l'a dit tout à l'heure, on sait tous quand même cette relation entre la religion et la politique, ce n'est même pas qu'au Bénin seul, partout ailleurs dans le monde, ça existe. Si la communauté musulmane va à l'encontre de cette attitude, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être ils ont constaté qu'il y a une insistance dans la démarche de la religion catholique. Et puis moi j'en veux pour preuve, nous avons eu des médiations de l'Église catholique dans les gestions de crise politique. Je prends pour preuve, paix à son âme, et Monseigneur Isidore de Souza. Il s'est donné pour cette nation. Il a eu une démarche conciliatrice en fait pour apaiser la nation. L'Église catholique peut aussi prendre exemple sur ce dernier et exiger une conférence des forces vives de la nation. Oui, mais on peut rassembler tout le monde. L'Église a organisé un colloque pour lequel ils ont quand même invité les formations politiques. Donc c'est un peu comme une conférence des forces vives. Mais l'idée de conférence des forces vives de la nation ne devrait pas forcément venir d'eux. Ils peuvent
et exposer ça au gouvernement. Le gouvernement se met d'accord pour cette conférence des forces vives de la nation. On inclut tout le monde, on inclut les centrales syndicales, tout le monde. On ne peut pas organiser une conférence des forces vives pour tous les sujets. C'est pas à tout bout de champ. La question méritait quand même qu'on s'asseye. Maintenant, vous dites que la religion catholique est une confession religieuse, de même que la religion musulmane. Si dans leur procédure, peut-être l'Église catholique s'était rapprochée de la religion musulmane et ensemble, ils vont voir les contours de leurs décisions, de leurs observations. Et puis peut-être la religion musulmane donnait son accord. Vous pensez aujourd'hui qu'ils seront dans cette position par rapport à la démarche de l'Église catholique? Je ne pense pas. Donc, si réellement l'Église catholique voulait faire une médiation en impliquant toutes les confessions religieuses, c'était tout le monde qui devait être mêlé, les vaudoucis, les musulmans et autres. Et là, cette démarche aurait sa valeur d'alliance, en fait. Oui, je parle surtout des formations politiques, des couches de la société, parce qu'il y avait la société civile, il y avait d'autres formations politiques aussi. On va finir avec ce sujet. Stéphane, c'est vrai que l'Église catholique a émis des doléances. Reste maintenant que cela soit écouté par qui de droit, puisque c'est là tout l'intérêt de cet appel-là. On sait que 2026 n'est plus tellement loin de nous. Est-ce que cet appel de l'Église catholique a des chances d'aboutir? Oui, je trouve que chance, je ne sais pas, mais toujours est-il que les gouvernants ou le chef de l'État, en l'occurrence, ne doit pas rester sourd ou insensible à cet appel de l'Église catholique. Je trouve qu'on peut ne pas être forcément d'accord par rapport à un certain nombre de démarches, mais si l'idée est bonne, on peut prendre l'idée et trouver un autre creuset ou un autre cadre pour réorganiser tout ça, pour être, je veux dire, entendu. Donc on va voir si dans les prochains jours, ce cri de cœur de l'Église catholique sera entendu. Moi je souhaiterais, je proposerais par ailleurs à l'Église catholique de former une délégation, à la conférence épiscopale, de former une délégation, de demander une doléance auprès du chef de l'État, d'aller le voir, et puis ces recommandations-là, de façon transcrite, ils vont essayer de soumettre cela au chef de l'État, qui en son temps avisera. Maintenant, et par rapport à la question des musulmans, oui. Moi je veux dire que c'est pas très bon ce qui se passe. Parce que, souvenez-vous, quand l'Église catholique était sortie en son temps, il y a eu les églises évangéliques qui sont montées au créneau pour donner aussi... Moi, je trouve que les confessions religieuses, même si elles doivent donner leur avis, doivent rester impartiales et neutres. Parce que tel que les choses se passent, on a comme l'impression qu'elles sont instrumentalisées. Vous voyez que les politiciens ou les politiques sont dans l'ombre et tirent les ficelles. Et eux-mêmes, ils se livrent en spectacle. Et je trouve que ce n'est pas forcément très bien. Ils doivent faire attention à ces choses. Merci à vous, Stéphane Arenou-Rossou. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci beaucoup, Gida Sarangassi. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du projet Dynamisme Patriotique. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro du décryptage sur Prime News Télévision. À bientôt.